qu'on essaie de comprendre comment faire face à ce mouvement-là, qui est un mouvement inédit, j'imagine pour vous aussi. La CGT a lancé un appel pour le 1er décembre, mais vous, alors justement, voilà, comparons pour le 1er décembre, pour vous, comment ça va se passer? Pour le 1er décembre le 1er décembre, il va y avoir une demande d'autorisation de manifester qui va être déposée, qui va être acceptée. Après, il y a tout le problème de gérer les forces de l'ordre, je vais rentrer vite dans le vif du sujet comme ça. L'expérience des manifestations ces derniers temps, ça a été quand même assez compliqué, assez conflictuel avec les CRS, avec les forces de l'ordre. On a, que ce soit pour la loi El Khomri ou la loi Macron, la loi Travail 2, on a eu on a eu la conviction qu'il y avait des consignes qui étaient données par le ministère de l'Intérieur pour en quelque sorte faire partir en vrille les manifestations. Voilà, donc moi je pense. Alors il y avait eu, et on verra des images, il vous avait accusé dans l'autre sens d'avoir laissé faire aussi certains casseurs, notamment, je pense au 1er mai, on verra les images tout à l'heure. Alors d'avoir laissé faire. Mais c'est pas le débat de ce soir, mais. D'accord. Non, les syndicats ont un service d'ordre qui gère le cortège. Après, les abords du cortège, c'est pas eux de gérer, c'est aux forces de l'ordre. Voilà, on peut pas tout demander non plus aux syndicats. Surtout après avoir tiré à boulet rouge pendant la grève des cheminots sur les syndicats, leur rôle de bloquer, etc. Maintenant, j'entends sur différents plateaux de télé, ah mais il n'y a pas de syndicat, comment on fait, il n'y a pas d'interlocuteur. Moi, ça me fait légèrement sourire. Ce que j'apprécie dans Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, le gouvernement regrette qu'il n'y ait pas de syndicats associés à ce mouvement? Alors, FO Transport s'est déclaré prêt à participer, mais est-ce que finalement, on ne se dit pas, bah, tiens, ce serait plus simple si quelques leaders syndicaux étaient présents pour pouvoir. On est vraiment sur l'organisation, les risques de débordement, les risques pour ceux qui seront aux abords de la manifestation, mais aussi pour ceux qui vont manifester samedi à Paris. Moi, je pense qu'il y en a plus d'un du côté du gouvernement ou du côté des autorités, que ce soit les préfets ou autres, qui se mangent les doigts en se disant ça serait quand même bien qu'on ait des interlocuteurs ou des leaders. Bon, vous savez, moi ce mouvement, il est, j'en suis solidaire. J'en suis solidaire parce qu'il a le mérite de poser le problème du pouvoir d'achat. Et oui, les personnes, les gens s'auto-organisent, s'organisent eux-mêmes. Je crois que la journée de samedi 17 novembre, il y a beaucoup de personnes qui ont manifesté pour la première fois de leur vie. Ça, c'est très bien. C'est très bien pour l'avenir parce que je suis convaincu pour l'avoir vécu que quand on attrape le virus de la contestation, d'exprimer sa colère, on le quitte pas comme ça. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui ont dû apprendre beaucoup de choses samedi 17 novembre. Et puis les jours suivants, en termes d'organisation. Et oui, parce que c'est pas si facile. C'est pas facile. Oui, bien sûr que c'est pas facile. Ça demande de la conscience, ça demande de la responsabilité. Et moi, quand j'ai vu le 17 novembre, la majorité des Gilets jaunes étaient responsables, étaient conscients qu'il fallait que ça se passe bien. Il y a évidemment certaines réactions qui sont très condamnables, mais qui ont été maîtrisées par les autres Gilets jaunes. Et ça c'est bien. Vous savez, c'est des pères, des mères de famille qui manifestent. Ils veulent que ça se passe bien, mais bien sûr qu'il faut travailler dans l'organisation de la manif. Et puis ça, je pense qu'il y a un certain nombre de Gilets jaunes qui en sont conscients. Il y a un chiffre, 33 000 personnes qui déclarent vouloir participer et environ 208 000 qui se disent intéressés par l'événement. C'est tout ce dont on dispose aujourd'hui. C'est peu, parce que c'est pareil, lorsque vous manifestez, j'imagine que vous communiquez une jauge. Alors moi je suis pas dans ces communicants. Voilà, on a toujours l'habitude d'avoir les chiffres des syndicats et les chiffres de la police. Et puis maintenant il y a un média soi-disant indépendant. Non mais ce que je veux dire c'est plusieurs médias. Pardon, je parlais en amont. Soi-disant indépendant qui donne des chiffres. Juste moi je voudrais revenir sur cette notion de droit que vous indiquiez tout à l'heure. Moi j'ai fait 4 mois de grève contre la fermeture de PSA Aulnay en 2013. On n'a fait que des choses illégales. Que des actions illégales. On a investi le MEDEF, on a investi l'UMM, on a investi le Conseil national du Parti socialiste, des bâtiments publics, privés, etc. On a fait des péages gratuits, c'est-à-dire qu'on arrivait, on soulevait les barrières et puis on donnait la gratuité aux automobilistes parce que un des péages, c'était la famille Peugeot quand on était actionnaire, entre autres. Quand on est en lutte, le droit, on le prend.
Voilà, même si on n'a pas le droit, il faut le prendre, le droit. Après, c'est là où se pose tout le problème d'organisation. Moi, je fais confiance à la responsabilité des Gilets jaunes pour de leur conscience qu'évidemment, ils veulent que tout se passe bien. Et je crois que tout ce discours sur attention à Paris, ça va dégénérer, etc., ça fait partie aussi, je pense, un peu du plan de communication du gouvernement pour essayer de désamorcer cette journée qui s'annonce quand même assez importante en termes de participation. Une inquiétude légitime puisque, on le disait, il n'y a pas forcément d'interlocuteurs, il n'y a pas de remontée, on ne peut pas estimer le nombre de personnes parce que sécuriser une manifestation, j'imagine quand même qu'on sécurise aussi en fonction du nombre de gens attendus, alors c'est prédictif. Oui, c'est ce qu'a voulu Emmanuel Macron, c'est quand même la conséquence de toute sa politique qui est ce mouvement des Gilets jaunes. C'est comme ça la vie. Vous savez, en face, quand je dis en face, au niveau des pouvoirs publics, ils ont l'habitude d'avoir des déclarations de manifestations avec des cortèges syndicaux, etc. Ah bah là, c'est pas le cas. Voilà. Là, ils sont sur un os, ça leur pose un sacré problème, évidemment. Eh ben, c'est à eux de le régler, c'est à eux de le gérer, ce problème-là. C'est à eux de le régler en allant jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il faudrait annuler les taxes et puis l'augmentation des prix. Voilà, s'il y avait ça, ça serait déjà un succès qui serait remporté par les Gilets jaunes. Mais vous savez, alors je le porte pas dans mon cœur, enfin je veux dire, c'est pas ma tasse d'été, quand Laurent Berger tend la main à Emmanuel Macron pour dire voilà, il faudrait qu'on discute de la transition écologique et qu'Emmanuel Macron le renvoie dans les cordes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise forcément, derrière, ça crée des problèmes. Alors là, ils sont peut-être en train de faire un peu volte-face, mais il n'empêche que, vous savez peut-être qu'il n'y a pas de leader, mais c'est pas contre vous, hein, mais les médias créent très facilement des leaders. Vous savez ça. Et puis il y en a qui vont sortir. On voit des porte-paroles, mais aucun d'entre eux ne se revendique organisateur. On ne sait pas qui sera en tête de cortège. On ne sait même pas ce qu'il y aura écrit, si d'éventuelles banderoles il y a, ce qu'il y aura écrit sur les banderoles. On peut comprendre que tout cela crée, alors oui, la situation est telle qu'elle est, mais... Tout le monde comprend les Gilets jaunes. Tout le monde comprend quand ils manifestent parce que au niveau des travailleurs, des retraités, tout le monde s'y retrouve sur le problème du pouvoir d'achat, sur le problème de l'augmentation des salaires, de l'augmentation des pensions de retraite. Tout le monde s'y retrouve face à l'augmentation des prix. Mais... tout ce que je sais, c'est que la force, c'est le nombre. Vous savez, c'est le nombre dans lequel vous descendez dans la rue, mais c'est aussi l'organisation, c'est la conscience de ses intérêts, la conscience qu'est-ce qu'on revendique, et puis derrière qui on revendique. Voilà, j'entendais le représentant de Debout la France. C'est évident que énormément de gilets jaunes n'ont pas les mêmes intérêts que lui. Il a un intérêt très politicien dans l'affaire. C'est une évidence. Je partage absolument pas du tout ses idées. Je les combats même. Mais il faut absolument que je pense qu'il y a un certain nombre de gilets jaunes qui ont pris conscience qu'il va falloir s'organiser beaucoup mieux. J'avais vu sur les réseaux sociaux des assemblées générales sur les parkings où vous aviez carrément, mais c'était pratiquement la même chose qu'on a dans les entreprises, dans les ateliers où on est tous ensemble et on réfléchit comment on mène une grève. Eux, ils réfléchissaient comment on menait leurs actions. Certains disaient il faut arrêter les blocages autoroutiers parce que c'est dangereux pour nous, c'est dangereux pour tout le monde. Donc ils ont réfléchi à bloquer. C'est le message qui a été posté d'ailleurs par une des porte-paroles des Gilets jaunes, disant voilà, c'est dangereux, ça monte un peu les gens contre nous, réfléchissons effectivement à d'autres modes, d'action. Enfin, c'est peut-être un des points faibles du mouvement, cette action principale qui est de bloquer. Ça complique évidemment les échanges entre les uns et les autres. Et puis ça peut de toute façon diviser des personnes qui ont les mêmes intérêts. Oui, c'est pas rien, 300 000 personnes. Hein, on n'a pas pris 30 000 évidemment, mais on est un peu dans la jauge des derniers grands rassemblements. Alors évidemment, ce sont les chiffres, on dirait, ce sont les chiffres dits la préfecture de police et pas donnés par les organisateurs. Mais est-ce que voilà, pour que les gens qui nous regardent comprennent, Jean-Pierre Mercier, 300 000 personnes, qu'est-ce que ça veut dire, 300 000 personnes dans la rue? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans le pays. Mais que c'est pas un raz-de-marée. C'est pas un raz-de-marée comme vous y allez. Bien sûr que c'est pas un raz-de-marée, c'est pas un tsunami au niveau quantitatif, mais au niveau qualitatif, moi je vous assure qu'on n'a jamais autant discuté salaire, pouvoir d'achat, bénéfices des entreprises, milliards qui se partagent là-haut, et que nous on n'a rien depuis ces 3 dernières semaines. Donc ils sont plus efficaces que vous finalement, ces gilets jaunes? Alors ils ont, mais je le reconnais. Non mais vous le dites, ça fait plusieurs années que nous on n'a rien. Je le reconnais depuis le début, que ce mouvement des gilets jaunes a ce grand mérite
qui fait du bien à tout le monde, à tous ceux qui veulent que ça change pour les salariés et puis pour les retraités. Il a eu le mérite de poser le problème du pouvoir d'achat dans ce pays. C'est-à-dire quelle est la solution qu'on doit mettre en place pour faire face à l'augmentation générale des prix et pas simplement l'augmentation du carburant. Tout le monde a compris, tout le monde a ressenti qu'il y a un ras-le-bol général parce que le niveau de vie a considérablement baissé en France. Et la solution pour laquelle je milite, il y a d'autres, vous savez, les catégories d'artisans, d'ambulanciers, de petits patrons, eux ont plutôt la solution dérogation fiscale. Nous, travailleurs, on a salariés du public comme du privé, on a comme solution qu'on met en avant des augmentations générales de salaire, parce qu'il n'y a que ça qui pourra protéger notre pouvoir d'achat, parce que notre salaire, c'est notre seul revenu. On n'a que ça pour vivre. Donc il ne faut surtout pas qu'ils soient entamés, il ne faut plus qu'ils soient entamés. Avez ressenti, vous, une recrudescence de ces mouvements qui viennent casser, qui sont des mouvements violents et qui n'ont rien à voir avec les revendications qui sont les vôtres, mais qui, à la faveur de ces manifestations, surgissent et produisent ces images-là? Écoutez, ils existent. Moi, personnellement, je les cautionne pas. C'est pas ma manière de manifester, mais il faut pas s'en étonner non plus. On vit dans une société extrêmement violente, où il y a de plus en plus de pauvres, où il est de plus en plus dur de vivre, même quand on travaille. Bientôt, les restos du cœur vont rouvrir. Mais enfin là, ils viennent casser pour casser. Oui, encore une fois, Et j'ai entendu ce que vous avez dit. Voilà, donc je m'en démarque, mais les premiers responsables de cet état de fait, de cette situation, c'est les pouvoirs publics et excusez-moi, c'est ce que je pense, c'est le grand patronat qui licencie à tour de bras, qui fait chuter le niveau de vie de millions et de millions de personnes en France. Il ne faut pas s'étonner qu'à un moment donné, il y ait des jeunes qui en ont marre de ces manifestations qui, au final, ne donnent rien et qui sous couvert de radicalisation, voudraient faire un peu plus bouger les choses. Voilà moi comment je l'explique. Voilà comment je l'explique. Voilà, je sens que j'ai. Non, mais c'est intéressant. Si on répond très, vous savez, notamment dans les profils qui étaient ceux, que ce soit de la manifestation en 2016 ou des Black Blocs, il y a effectivement sans doute une désespérance sociale, mais c'était pas simplement des profils de jeunes qui étaient issus de très grande pauvreté. La vérité, c'est qu'il y a une montée des radicalités. Oui, mais sur le phénomène des Black Blocs, ce qui est vrai, c'est qu'il y a la violence de la société. Mais vous parlez de la violence de la société, et moi je vous réponds sur les profils des gens qui pouvaient être ces Black Blocs là, qu'on peut avoir et qui sont des profils extrêmement divers, qui ne sont pas forcément des pauvres, qui ne sont pas forcément des gens issus de catégories très modestes, mais qui a simplement, et c'est ce qu'on voit dans les manifestations, notamment depuis 2016, la loi travail est là, une volonté violente, une volonté de s'en prendre aux forces de l'ordre, qui est aussi quelque chose d'extrêmement importante, et qu'on ne peut pas non plus tout voir seulement sous le prisme social et de la violence du grand patronat que vous dénoncez. Je peux aussi vous citer certains profils qui sont du côté des forces de l'ordre. Je ne vais pas citer Benalla, mais il y en a combien des Benalla dans les manifestations qui n'étaient pas policiers, oui, bien sûr, mais qui jouaient le rôle du policier, qui tabassait, qui a cogné des manifestants qui faisaient rien. Il y en a combien des Benalla dans les rangs des services de l'ordre? Non, mais là je peux pas. Faut pas non plus. Excusez-moi. Je vous laisse répondre et on va revenir aux questions qu'on se pose aussi. Et je voudrais qu'on entende aussi. Non, mais attendez, vous parlez de Benalla qui n'est pas policier. Bien sûr qu'il n'est pas policier, mais qu'est-ce qu'il faisait dans vos rangs? Non, mais vous laissez entendre. Non, mais il y a une enquête qui est en cours et elle se poursuit. Moi, j'ai pas besoin de savoir le résultat de l'enquête. Si vous connaissez notre position sur ce sujet, en tout cas de notre organisation syndicale, vous sauriez qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur le cas Benalla. Il y a des services d'ordre. Juste nous expliquer comment ça se passe, comment on échange avec ceux qui sont chargés de sécuriser les manifestations. Écoutez, moi j'ai jamais eu l'occasion beaucoup de fois dans ma vie d'organiser des manifestations. Je m'en souviens d'une, c'était contre la fermeture de PSA Aulnay. On avait défilé à Aulnay, on avait nous-mêmes déclaré notre manifestation. On avait, je me souviens ce que c'est des souvenirs, voilà, et on avait communiqué avec la police. Et puis à un moment donné, nous-mêmes, on a changé de trajectoire. On a quitté la trajectoire pour montrer aux policiers que c'était nous qui dirigeons et on faisait ce qu'on voulait et qu'on ne respectait pas forcément ce qu'on avait déclaré en préfecture. Ça, je m'en souviens très bien. Et c'était une grande fierté de la part des salariés de PSA Aulnay d'avoir fait ce petit coup. Et pourquoi? Parce que vous étiez senti contraint d'accepter Non, parce que c'était un message qu'on voulait faire passer, qu'on sait s'organiser nous-mêmes à la base
les salariés, les travailleurs, quand ils sont en grève. Ils savent s'organiser. Il suffit, pas simplement parce que c'est assez compliqué, mais il faut avoir de la volonté, il faut surtout avoir conscience de ses intérêts. La dame qui parlait tout à l'heure, elle disait, nous on veut que ça se passe bien parce qu'on ne veut pas que le message soit brouillé par des casseurs qui n'ont en fait pas grand intérêt dans ce mouvement. Elle a raison. Et là, donc, il faut se donner les moyens de contrôler sa manifestation, oui, mais de ça, contrôler vous son savez mouvement. le faire. Mais eux aussi, ils peuvent savoir le faire. Il faut qu'ils apprennent à le faire. Ça s'apprend comme ça. Mais non, mais il y a... Alors, non, mais pardon, je pose des questions naïves, mais on essaie de voir aussi comment ça peut se passer. Personnel, il n'y a pas des diplômes de bons syndicalistes, de bonne organisation, de bons organisateurs de manifestations. Ça, c'est ce que le pouvoir voudrait. Alors là, ça, c'est le rêve du pouvoir d'avoir une bonne manifestation, bien déclarée, bien encadrée, etc. Et puis, c'est comme une rivière qui suit son cours. Et bien, le mouvement social, il ne respecte pas cette règle-là. Et c'est bien qu'il ne la respecte pas. On a, avec ce mouvement des Gilets jaunes, une rivière qui déborde et qui prend des cours qui sont étonnants pour le pouvoir et qui le prennent un petit peu par surprise. Ils sont peut-être étonnants pour vous aussi. Non, pas pour moi, je vous assure, pas pour moi, parce que je milite justement pour pas pour les syndicats qui c'est ce que vous disiez tout à l'heure, hein, ils obtiennent ce que nous on n'a pas obtenu après des années et des années. Ils posent un vrai débat, un vrai sujet. Les dernières manifestations, que ce soit ceux pour la grève des cheminots, que ce soit pour les lois travail, elles n'ont pas obtenu satisfaction parce que moi je pense qu'on n'a pas été assez nombreux dans la rue et qu'on s'est pas mis véritablement en grève, qu'on n'est pas rentré dans le dur, dans le sens où aller chercher exactement, toucher ceux qui s'enrichissent sur notre dos, sur les lieux de travail. Voilà, c'est pour cette cause-là, pour cette raison-là que ça n'a pas marché. Maintenant que les Gilets jaunes ouvrent la voie, ouvrent une brèche, moi j'en appelle à tous les salariés, qu'on soit du public ou du privé, qui deviennent les militants de leur propre fiche de paye, et qu'on s'engouffre dans cette brèche pour poser véritablement face à l'augmentation des prix le problème de l'augmentation des salaires. Et aussi le moment où va se mettre en place le prélèvement à la source et la combinaison des deux. Si, imaginons que ce mouvement ne perdure pas dans les semaines qui viennent, qui pourrait peut-être rallumer l'incendie. Bien sûr, et puis vous rajoutez des scandales comme l'affaire de Carlos Ghosn, qui fait énormément discuter dans les entreprises, un capitaine d'industrie qui est payé 45 000 euros par jour et qui fraude le fisc, malversation, etc. Même si les choses sont prouvées, l'enquête est en cours et ce sont des dérives personnelles qui sont reprochées à Carlos Ghosn. Vous savez, quand vous êtes... on parlait d'impact psychologique pendant la pause tout à l'heure. Mais parce que tout s'accumule. Et c'est pas tant ce qu'a fait Carlos Ghosn qui est important, c'est que son salaire a été remis sur le devant de la scène. Et nous, on a bien mis ça sur le devant de la scène. 45 000 euros par jour quand vous travaillez sur chaîne. Moi, ça fait 23 ans que je travaille à PSA, je gagne 1 700 euros net en travaillant en équipe. Voilà, c'est ça la réalité de l'affaire. Et l'accumulation de toutes ces injustices et de tous ces vols fait qu'à un moment donné, ça explose. Alors là, si le gouvernement a comme seul argument discutons de la transition écologique, il est complètement à côté de la plaque. Hein. Ça, c'est mettre du carburant dans le mouvement des Gilets jaunes, sans jeu de mots. On terminera là-dessus.